sus colores, sus sabores, sus lugares, sus territorios, sus recursos naturales y culturales. Sus personas son motivo de admiración. Es un sitio donde se encuentran historias, naturaleza, legados, saberes, lenguas, paisajes y cosmovisiones. Donde conviven ideales y la esperanza de un mejor presente y futuro. Hablamos del mundo, de este lugar llamado planeta, de su diversidad, que hoy se reúne y se reencuentra en este espacio virtual porque pese a las distancias físicas, hoy estamos más cerca que nunca como humanidad. Sabedores del valor de la vida y de la importancia de convivir en armonía con la naturaleza. México les da la bienvenida. Es un honor tenerlos aquí. Les invitamos a imaginar lo espléndido de este territorio, su comida, su gente, sus rincones y rutas. Sus pueblos y lugares turísticos, su folclor, su cultura ancestral y a la vez cosmopolita, sus atardeceres inolvidables. Será en 2021 cuando nos veamos de manera presencial en México, en la puerta de entrada a América Latina. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF 2020. El poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Comenzamos. Pour l'organisation, ainsi que tout le comité organisateur de GICEF Mexique qui ont entrepris l'organisation avec une grande énergie, avec un grand dévouement. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière l'économie solidaire est un grand outil de transformation. Je suis certaine que vous allez, même si c'est par Internet et non pas de manière présentielle, puisque nous devions nous rencontrer à Mexico, mais je suis certaine que nous allons nous rencontrer pour parler de cette crise qui n'a aucun précédent. Nous avions déjà commencé quelques webinaires. Nous avons lancé une série de séminaires depuis mai qui prépareront le GICEF 2021 qui aura lieu à Mexico. Donc, nous pourrons parler de nos difficultés et de nos options pour faire face à la crise. Donc, nous sommes là avec beaucoup d'organisations et de coopératives du monde entier qui font face à de grands défis, y compris cette crise globale de santé qui exige une réforme mondiale urgente pour fournir des services de santé à tout le monde. Les derniers mois nous ont montré qu'il existe une grande nécessité d'une citoyenneté, une bonne gouvernance et de stratégies mondiales pour répondre aux conséquences stratégiques et mondiales et sociales comme la plus grande pauvreté, les inégalités, le chômage ou le sous-emploi. Cette économie solidaire a une racine des bases au niveau local, territorial. On a essayé de répondre à cette crise en mobilisant la solidarité et l'intercoopération et à travers le soutien gouvernemental pour mitiger les grands risques du Covid-19. Cependant, nous savons que les réponses innovatrices de l'économie solidaire pour consolider la résilience face à cette crise, pour faire face au chômage, pour préserver les emplois, les revenus et pour que les gens puissent avoir une meilleure vie, sont là. Il est malheureux que les réponses proposées par l'économie solidaire ne soient pas visibles et ne soient pas reconnues par les dirigeants ni par la population en général. Cependant, nous proposons des outils et des stratégies pour
continuer à avancer dans le développement durable et inclusif. Les entreprises solidaires sont celles qui souffrent le plus les conséquences de la crise et sont ignorées par les mesures de protection ou de sauvetage proposées par le gouvernement, même si ces entreprises solidaires essayent de faire face à tous les défis de notre époque. On ne peut pas ignorer leur effort. Il est nécessaire de faire une reconfiguration des politiques économiques ainsi que des biens et services pour diminuer ou mitiger notre empreinte environnementale et pour une meilleure distribution des ressources, ainsi que pour des emplois dignes, une justice équitable pour tous les genres. Je dois reconnaître que je suis très à l'aise ici avec vous tous, avec tous ces acteurs importants. Cela nous donne de la force, de l'espérance. Cela renouvelle nos énergies de nous sentir partie prenante dans une grande humanité. Lors de cette crise Covid-19, nous nous sommes redécouverts. Et nous remettons les gens dans le centre de nos chemins pour la transformation. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourra se reconstruire après cette crise. Notre présidente, Madame Hwan-Som Park, malheureusement décédée, qui était la mairesse de Séoul, nous a dit que nous pouvons tous aller très loin ensemble. Il s'agit là d'une invitation qu'il faut absolument suivre. Nous ne devons pas oublier le pouvoir des communautés pour répondre aux défis de notre époque à travers une plus grande solidarité. Espérons que nos sessions vont nous aider dans ce sens. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Laurence et à son grand travail en faveur de l'économie sociale. Nous donnons maintenant la bienvenue à Juan Manuel Martínez-Louvier, directeur de l'Institut de l'INAES. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Je suis reconnaissant à la secrétaire générale du forum du JCEF. Merci d'être là et merci au comité organisateur. Nous vous remercions pour la confiance que vous faites au Mexique. Nous commençons aujourd'hui la première de 5 journées qui seront très intenses pour mieux comprendre que l'économie sociale et solidaire est la voie pour résoudre les problèmes de nos pays, de nos communautés. On m'a dit qu'il y a déjà plus de registres sur cette plateforme et nous partageons toutes ces expériences organisées aussi bien dans les plénières que dans les sessions particulières pour que nous soyons tous plus intégrés. Par ailleurs, il y a 2 ans à Bilbao, on a choisi le Mexique et bon, on a dû bien sûr réaliser des changements. Normalement, en ces dates, on devait se retrouver physiquement à Mexico et aujourd'hui, nous célébrons notre réunion de manière virtuelle, étant donné la pandémie qui accable le monde. Nous avons décidé de ne pas
gâcher notre énergie et de tenir quand même nos réunions. Fort heureusement, nous avons fait des échauffements avec des sessions, 4 webinaires. Et je voudrais vous dire que nous avons été très heureux de la participation des membres de GICEF pour faire pour rendre plus visible l'économie sociale et solidaire auprès du Parlement du Mexique. Et comme ça, l'on pourra avancer sur le cadre normatif sur l'économie solidaire et solidaire. Je voudrais que nous avons eu avec des jeunes pour en faveur du développement social durable. Merci à tous les jeunes d'Amérique latine qui ont participé. Et merci d'avoir été avec nous. Je tiens à remercier également mes collègues de Mexico, par exemple, et bien sûr, Madame Claudia Sheinbaum. Son gouvernement a elle-même été en transition, mais quand elle a su que nous pouvions organiser le forum GICEF au Mexique, elle nous a tout de suite soutenus. Je lui suis vraiment reconnaissante qu'il y a 2 ans, elle ait postulé le Mexique. Merci à toute son équipe, Madame Soledad Aragon, Madame secrétaire du Travail du Mexique, et Monsieur Acabani, le secrétaire d'économie de la ville, et surtout Madame Alarcón, coordinatrice des conseillers. Merci à tous pour l'énergie qu'ils ont déployée pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Je voudrais vous dire que le fait que nous soyons ici, nous tous, c'est la preuve que nous sommes tous passionnés et que nous avons une expérience à partager fondée sur la solidarité. Cela montre bien que l'humanité, lorsqu'elle place son travail, ce qu'il y a de plus ou moins en nous, lorsqu'elle donne son travail de manière organisée, nous avons de meilleurs résultats pour tous. La pandémie est un défi tel qu'on ne va jamais pouvoir faire face à moins d'être solidaire. Elle met aussi en exergue d'autres thèmes qui étaient déjà présents auparavant, par exemple l'exploitation de la planète que nous avons constatée par la dernière génération. Nous devons travailler ensemble pour que cette merveille que nous avons, la nature, la biodiversité, puisse être, qu'on puisse mieux en profiter et pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Nous sommes là, 5 continents réunis, tous avec des savoirs différents. Merci. De la langue française qui vont partager ces expériences, ces passions, ces moyens de procédure para que podamos conseguir realmente lo que queremos, que es una sociedad más integrada, más solidaria y más... pour avoir une société plus intégrée. Es todo. Muchísimas gracias y que nos vaya muy bien. Merci beaucoup. Muchas gracias por sus palabras, señor Juan Manuel Martínez Lubier. Merci beaucoup pour vos paroles, monsieur le directeur de l'Institut de l'économie sociale, monsieur Juan Manuel Martínez Lubier. Le changement de paradigme est nécessaire pour le développement économique et social. Nous continuons avec monsieur Sung Sumer, qui est le directeur du gouvernement métropolitain de Séoul pour la sécurité du travail. Soyez le bienvenu. 안녕하십니까. 존경하는 클라우디아 셰인바움 파르도 멕시코시티 시장님, 존경하는 하비엘 메이
로드리게스 복지부 장관님, 그리고 지세프 2021 국제사회적경제포럼 조직위원회 관계자, 지세프 회원기관 및 파트너단체, 이번 국제사회적경제 온라인 포럼에 참석해 주신 모든 분들께 인사를 드립니다. 오늘 큰 도전, 더 큰 연대, 변화와 통로로서 공동체와 사회적 경제의 힘을 주제로 개최되는 2020 국제사회적경제 온라인 포럼 개의식에서 인사 말씀을 드리게 되어 영광입니다. 역사상 유례없는 코로나19 팬데믹 상황에서 우리는 그 어떤 때보다 서로의 도움과 연대가 절실합니다. 사람을 최우선으로 생각하는 가치와 원칙, 특히 위기 상황에서 회복 탄력성이 강한 역사를 가지고 있는 사회 연대 경제는 코로나19 이후에 지속 가능하고 포용적인 사회를 만들어가는 데 큰 역할을 할 것입니다. 올해 2020년을 사람들은 벌써 잊혀진 해라고 말합니다. 그러나 10월 19일부터 23일까지 5일간 사회연대 경제의 우수하고 혁신적인 사례를 공유하는 지세프 국제사회적 경제 온라인 포럼은 2020년을 더 나은 미래에 대한 희망을 새롭게 하는 한 해로 기억하는 데 기여할 것입니다. 우리는 사회적 경제와 함께한 그동안의 경험과 에너지, 열정, 비전을 통해 단 한 명도 뒤처지지 않는 모두가 함께하는 지속가능한 지구를 만들어 나갈 수 있습니다. 지세프 국제사회적 경제 포럼의 공동의장이신 서울시장님을 대신해서 이번 포럼을 위해 그동안 모든 지원을 아끼지 않고 애써주신 멕시코시티 시장님과 멕시코 사회적경제진흥원에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 여러분 모두에게 성공적이고 의미 있는 온라인 포럼이 되시길 기원합니다. 다시 한번 지세프 국제사회적 경제 온라인 포럼에 함께 해주셔서 감사합니다. Muchas gracias. La Corée de M. Sung Sung-mel, le directeur général de du Bureau du travail et de la sécurité des moyens de vie du gouvernement métropolitain de Séoul. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi 23 octobre, nous aurons l'occasion de connaître par la voix de spécialistes, d'autorités dans l'académie et des professeurs, tous les différents acteurs et secteurs de l'économie sociale et solidaire. Ils partageront avec nous des réflexions sur le développement local inclusif et durable. Nous ferons ensemble, nous rendrons présent le pouvoir de la communauté solidaire. Nous avons programmé différentes séances, donc 5 plénières par jour, avec la traduction simultanée en anglais, français et espagnol. Ces séances sont aussi thématiques sur la jeunesse, le gouvernement local, la société civile, l'enseignement et les peuples indigènes. Ce sont des séances auto-organisées et des séances spéciales issues d'initiatives individuelles en lien avec l'économie sociale et solidaire. Nous allons connaître sur une vidéo ce qu'est le Forum global virtuel GSEF 2020. Alors, je vous invite à le partager. Merci. El mundo enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GISEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GISEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad.
avec beaucoup d'affection pour vous, pour l'inauguration officielle en représentation de Madame Sheinbaum Pardo, chef de gouvernement à Mexico et qui accueille ce forum. C'est Soledad Aragon Martínez, secrétaire du Travail et de promotion de l'emploi à Mexico. Bienvenue. Buenos días a todas y a todos. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir de vous saluer depuis Mexico, qui accueille la 5e session de ce forum global virtuel. En premier lieu, je souhaite vous présenter les excuses de Madame Sheinbaum Pardo, chef de gouvernement de Mexico, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons d'agenda pour inaugurer cette rencontre tellement importante. Comme vous le savez, nous avions prévu d'organiser en ce moment cette rencontre présentielle et pour la première édition de ce forum dans la région d'Amérique latine. Mais face à la pandémie, il nous faudra attendre quelques mois encore pour vous accueillir ici à Mexico. Cependant, la pandémie ne nous a pas empêchés de continuer la discussion sur l'importance de l'économie sociale et solidaire pour le bien-être de nos villes. Bien au contraire, la discussion que nous avons pu avoir par les médias électroniques confirme le rôle crucial de l'économie sociale et solidaire partout dans toutes les régions du monde. Et justement, lors d'une conjoncture comme la nôtre, cette économie est fondamentale pour mitiger les effets économiques et sociaux de la crise créée par COVID-19 et pour la récupération économique de nos villes. Les activités virtuelles organisées depuis le mois de mai dernier ont pu accueillir une large participation locale, nationale, régionale et globale. Avec la collaboration du secrétaire régional du GSF, le gouvernement du Mexique et le comité organisateur local, nous avons construit un agenda ambitieux de travail pour notre rencontre virtuelle et bien entendu pour notre rencontre que nous attendons tous en 2021 ici à Mexico. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette rencontre du GS soit un espace de réflexion large pour repenser la dynamique de nos villes avec une approche innovatrice, durable et équitable. Dans le gouvernement de Mexico, le renforcement de l'économie sociale et solidaire est l'un des axes principaux de travail pour renforcer le bien-être des personnes à partir d'un développement inclusif. Les principes d'inclusion, équité et droit qui font partie de l'économie sociale et solidaire sont également présents dans les actions que nous sommes en train de mettre en place pour promouvoir les droits culturels, la protection de l'environnement, la construction de la paix et les programmes de développement social. Notre engagement vise à transformer de manière profonde la ville de Mexico pour consolider sa place en tant que ville de droit. Cela fait plaisir d'attester que c'est justement la vision qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Renforcer l'économie sociale et solidaire contribue également à atteindre les objectifs de l'agenda global de développement dans l'agenda 2030 pour le développement durable, l'accord de Paris et le nouvel agenda urbain. Dans ce sens, je souhaite confirmer notre engagement pour accueillir le 5e forum d'économie sociale et solidaire en 2020-2021. Je vous invite de continuer à participer dans ce processus qui cherche à rendre visible l'économie sociale et solidaire en Amérique latine comme un outil pour aller vers une nouvelle normalité inclusive, juste, solidaire, résiliente et durable. Au nom du gouvernement de la ville de Mexico, je vous souhaite la bienvenue et je profite de ce moment pour inaugurer formellement les travaux du Forum global virtuel d'économie sociale et solidaire qui, sans doute, sera très enrichissant et aura beaucoup de succès. Nous vous attendons à Mexico en 2021. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la secrétaire du Travail
et de l'emploi en 2021 de Mexico, ville qui nous attend en 2021 les bras ouverts et aujourd'hui nous convoque pour discuter des grands défis et des transformations que nous vivons dans un contexte de COVID-19. Nous déclarons donc formellement inauguré avec toutes ces activités le Forum global virtuel 2020, le pouvoir de la communauté et de l'économie sociale et solidaire comme voie de transformation. Face à l'adversité, plus de solidarité. 100 pays, 35 séances, 3 langues, le forum le plus important de l'économie sociale en 2020. Pour clore l'inauguration, nous sommes accompagnés par Eleuterio Lupito, qui est un membre de Buen Rostro, Milpalta à Mexico, qui vont nous présenter un échantillon de la culture mexicaine et du pouvoir de création en Amérique latine. Eleuterio et Lupito, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Nous sommes Eleuterio et Lupita du groupe Buen Rostro. C'est un groupe indépendant de musique mexicaine. Nous sommes très heureux de participer à ce forum global virtuel d'économie sociale GSEF. Nous vous remercions de l'invitation. Nous sommes une proposition culturelle de Mexico. Nous travaillons depuis 2010. Cela fait 10 ans. C'est notre 10e anniversaire. C'est un projet collectif. Nous créons de la musique à partir du mélange de sons latino-américains avec notre musique à racines mexicaines. Mais nous sommes également latino-américains. Nous aimons beaucoup les rythmes qui peuvent être dansés et qu'on peut savourer en Amérique latine. Nous intégrons également quelques sons d'Amérique du Nord, le swing, le rock, le blues, toujours avec une petite touche latine. Nous pensons fermement que la musique fait bouger les cœurs et aussi les corps. La pandémie a montré que le secteur artistique et culturel est très fragile et nous considérons qu'il doit y avoir de nouvelles formes de pensée et de faire l'économie. Les industries de création donnent la possibilité de construire des trajectoires solides, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. L'économie sociale et solidaire est partout pour tous et toutes. La musique est solidaire, collective et cherche le bien vivre. Donc, nous vous souhaitons également la bienvenue à ce forum global sur le pouvoir de la communauté et l'économie sociale et solidaire comme une voie pour la transformation face à l'adversité, plus de solidarité, sans aucun doute. Nous vous invitons à profiter, à savourer notre vidéo où vous allez découvrir quelques éléments culturels mexicains, latino-américains de notre grande région pour le monde. Nous aurons bientôt un nouvel album. Nous vous embrassons, même de loin.
Eleuterio et Lupita. Je crois que c'est la meilleure manière de fermer l'acte d'inauguration. Vous faites partie du groupe Buen Rostro, Milpalta, Ciudad de México, Ville de Mexico. Avant de commencer notre plénière inaugurale, nous voulons vous rappeler que nous sommes sur Facebook sur INAES-MX, sur Twitter aussi. Et l'idée, c'est que pendant ces 5 journées, vous puissiez partager vos expériences en utilisant le mot dièse GSEF 2021. Et souvenez-vous que toutes les mémoires, tout l'enregistrement seront sur GSF 2021. Vous pourrez connaître tout le détail de nos 35 séances pendant tout le forum, et donc vous pourrez avoir le lien d'accès vers Zoom et donc intégrer la séance qui vous intéresse. Vous pourrez y trouver toute l'information. On a 5 plénières. À 8h30, nous allons nous réunir avec le monde entier. Nous vous invitons à faire partie de cette conversation. L'enregistrement, l'inscription sera toujours active dans www.jsf 100 pays, 35 régions, 3 langues, le forum le plus important de l'économie sociale en 2020. Nous allons donc passer à notre plénière d'inauguration et nous avons la présence de Humberto Sergio Vázquez de l'Institut national d'économie sociale au Mexique. Bienvenue, Humberto. Merci, Jennifer. C'est mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette séance plénière. Mais avant, je voudrais consacrer 2 lignes. Après, je vais suivre le script, mais je voudrais vous dire quelle est mon émotion individuelle et collective de voir le fruit du travail que nous avons mené depuis presque 2 ans soit ainsi matérialisé aujourd'hui, et qui n'est pas matérialisé uniquement dans ce moment virtuel, mais qui nous ouvre une forte attente vers 2021 où nous vous accueillerons de tout cœur, les bras ouverts ici à Mexico. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce forum global mondial GSF 2020, le pouvoir de la communauté et de l'économie sociale et solidaire comme voie pour la transformation. Face à l'adversité, plus de solidarité. Aujourd'hui, 102 pays sont inscrits. Il y a plus de 2000 participants, 35 séances en 3 langues. C'est sans doute le forum le plus important d'économie sociale dans cette année 2020. Je vous souhaite la bienvenue à la séance plénière intitulée L'économie sociale face aux grands changements, une stratégie pour l'inclusion et le bien-être. Les experts et les acteurs de l'économie sociale et solidaire du monde entier sommes ensemble sur une plateforme globale virtuelle pour réfléchir et agir sur le développement local inclusif et durable. Nous sommes convaincus que c'est une voie pour sortir de cette crise et toute autre crise et de créer du bien-être dans le monde entier. Si vous permettez, je vais vous donner quelques détails techniques sur l'interprétation simultanée pour les gens qui viennent de se joindre à nous. C'est important de savoir que la plénière va être disponible en français, en espagnol et en anglais, que ce soit depuis un dispositif mobile ou un ordinateur avec le système opératif dont vous disposez. Si vous êtes sur un ordinateur, il faut aller chercher la petite planète qui est en bas dans le menu en bas et choisir la langue de votre préférence. Par ailleurs, si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez le chercher aussi en bas de l'écran et vous pourrez voir pareil, anglais, français, espagnol. Les séances plénières, cette séance et celles qui suivront pendant la semaine seront disponibles dans les 3 langues. Quant à la partie du chat, du clavardage, c'est très important que vous sachiez que si vous avez un doute, une question, un commentaire technique, il y a une équipe du GSF qui est entièrement à votre disposition pour vous aider dès que vous en aurez besoin. Lors de cette séance plénière, nous aurons une question directrice qui sera présentée 15 minutes avant, et pour nous, c'est très important d'avoir vos réponses. Nous sommes intéressés par le dialogue et nous aimerions inviter quelqu'un qui aura apporté sa réponse pour qu'il puisse contribuer depuis les participants.
Alors, pour terminer, si vous voulez nous suivre en direct, des personnes qui n'ont pas le lien Zoom, nous sommes sur Facebook et sur Twitter dans les 3 langues. Vous pouvez vous pouvez nous suivre sur le site www.gsef2020.org. Vous pouvez suivre le hashtag aussi, le mot dièse GSEF2021, parce que nous sommes convaincus que c'est un forum pour rendre visible l'économie sociale et pour que tous ceux qui sont passionnés par ce sujet et qui sommes convaincus que cela nous permettra de créer un monde plus équitable, plus juste, nous serons connectés sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, dans le cadre de ce Forum global d'économie sociale GSEF, par ses sigles en anglais, les acteurs du monde entier sont là pour partager les bonnes pratiques, les expériences qui ont eu du succès, les idées innovatrices et toutes solutions qui permettent un développement durable et inclusif pour tous et toutes. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Nous vous souhaitons la bienvenue ainsi qu'au secrétariat du JSF et au gouvernement de la ville de Mexico et au gouvernement du Mexique à travers l'Institut d'économie sociale et au comité organisateur local du JSF 2021 qui a participé à tout ce processus. Mais nous souhaitons surtout la bienvenue à tous ceux et celles qui sont connectés d'une manière ou d'une autre et qui veulent en savoir plus sur l'économie sociale et solidaire. Nous allons désormais écouter et regarder la vidéo de démarrage de cette séance plénière qui va introduire les sujets de notre heure. Promover el bienestar y la inclusión llama a repensar el desarrollo no solo en indicadores económicos. Considerar al medio ambiente, el clima social, la calidad de vida, es decir, el buen vivir, es imprescindible, sobre todo en tiempos de crisis. Construir los caminos para transitar de un sistema con efectos negativos como la exclusión social y la vulnerabilidad a uno que nos permita encontrarnos y reencontrarnos en colectividad desde la horizontalidad, desde un nosotros, requiere de otra economía. La economía social y solidaria constituye una ruta viable e idónea para el desarrollo local de las comunidades y los territorios, donde las personas son fines y no medios. Un modelo donde lo comunitario está sobre lo individual. Bienvenidos a nuestra sesión inaugural Economía Social y Solidaria en tiempos de grandes cambios, una estrategia para la inclusión y el bienestar. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Avant de présenter notre modérateur de la séance plénière, je me permets de vous rappeler qu'à la fin de la séance, vous devez nous accompagner parce qu'il y aura des camarades du Sénégal qui nous présenteront une vidéo. On vous en parlera tout à l'heure, mais c'est une vidéo qui vaut vraiment la peine d'être vue et nous aimerions que vous soyez là. Pour le Mexique, c'est un grand honneur de vous accueillir ici de façon virtuelle. Et pour démarrer la séance plénière numéro 1, je vous laisse en compagnie de Jason Nardi en tant que représentant de RIPES Europe. Il a des études en communication à l'Université de Bristol aux États-Unis et il a aussi un master à l'Université de Florence. Il est membre actif du Conseil international du Forum social mondial. Il a organisé Terra Futura et il a co-créé le premier réseau social pour l'économie sociale et solidaire. Il a été le directeur du centre italien Unimondo et il est formateur dans les thèmes d'économie sociale et solidaire et expert dans ces thèmes-là. Merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent séjour virtuel dans cet espace partagé où il y a des personnes présentes qui viennent de 102 pays. Jason, bienvenue. Bienvenue à tous, à toutes. Bon séjour ici. Merci. Merci, Humberto. Alors, je vais parler en anglais. Bienvenue à cette première séance plénière de ce qui semble être un programme très intéressant tout au long de ces journées qui nous attendent. Donc, nous vous invitons tous et toutes à continuer à participer pendant cette séance
Comme vous pourrez le voir à partir du titre, nous serons intéressés par les grands défis que nous devons affronter aujourd'hui et comment l'économie sociale et solidaire peut répondre à ces grands défis. Et aussi parler des grandes opportunités qui se présentent à nous. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de GSF, EF et le comité organisateur local, l'équipe technique aussi. J'ai pu voir depuis la préparation pour les séances qu'il y a eu beaucoup de travail à faire et c'est dommage que nous ne puissions pas avoir un forum présentiel à Mexico aujourd'hui, mais à travers l'écran, nous pouvons cependant être réunis. C'est un grand honneur pour moi d'être le modérateur de cette séance et je voudrais commencer par quelques mots à propos de l'économie sociale et solidaire en termes généraux, avec le nom que vous pouvez décider de lui donner à cette économie alternative. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes face à un nouveau paradigme, un paradigme différent qui va changer la façon dont nous échangeons dans l'économie et la manière dont nous analysons l'économie. L'économie sociale et solidaire doit être vue non pas comme un troisième secteur de l'économie, mais plutôt comme un vecteur de changement et de transition vers une économie différente, une économie qui deviendra l'économie leader avec plus d'humanité. L'humanité a traversé de nombreuses crises et chaque fois, on les vit de façon nationale et internationale. On est de plus en plus interconnectés. Je ne le dis pas seulement à propos de la situation de santé avec la pandémie de ces derniers mois. Notre planète vit des crises permanentes, des crises écologiques, climatiques, et l'avenir de l'humanité est donc en danger aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'injustices économiques et donc nous avons une crise de la démocratie. Il nous faut repenser les formes de gouverner notre communauté, nos sociétés et qui sont en risque. Nous devons reconnaître que l'économie de marché qui nous régit actuellement est la cause de tous ces fléaux. Nous ne pouvons pas continuer sur le consumérisme de la génération d'énergie qui est si destructive pour la planète et pour notre bien-être. Pendant cette pandémie, très peu d'entreprises multinationales ont cessé de croître. Et selon les calculs de l'Organisation internationale du travail, les petites entreprises, les petites organisations au niveau local ont perdu très souvent leurs moyens de subsistance et leurs revenus. Nous parlons de plus de 155 millions d'emplois qui ont été perdus rien que ces derniers mois. Nous devons trouver une solution et nous devons le faire rapidement. Nous voulons une économie fondée sur le bien-être. Nous considérons que nous sommes aux limites des capacités de notre planète. Nous devons donc nous centrer davantage sur les communautés, le meilleur usage des technologies, etc., et trouver une voie conjointe. Je pense que nous sommes tous d'accord que l'économie sociale et solidaire peut constituer une bonne partie de cette réponse, aussi bien au niveau local que territorial et transnational. Nous devons internationaliser la solidarité. Et pour parler de tous ces défis, nous aurons 2 rondes de dialogue, 2 rondes avec nos intervenants invités et ensuite une session de questions et de réponses avant de passer à la conclusion où nous aborderons la question qui nous sert de guide et qui a déjà été partagée dans le chat et que je répète à présent. Comment construire un meilleur présent et un meilleur futur à partir de l'économie sociale et solidaire? Non plus, je vous présente nos premiers intervenants. Les intervenants de la première ronde, nous avons avec nous
Madame Sohan El-Walini, mairesse du Sénégal. Nous avons Julie Wan de la coopérative de santé de Salim, Corée du Sud, Monsieur Jorge Bragula de l'Université 3 février en Argentine, Monsieur Gianluca Salvatore, secrétaire général de Eurixe, de mon pays, d'Italie, Madame Marguerite Mendel de l'Université de Concorde au Canada, et finalement, Monsieur Juan Manuel Dines, directeur général de l'INAES au Mexique. Nous aurons des interventions très brèves pour écouter beaucoup de voix différentes qui représentent le monde entier. Nous pouvons donc commencer avec notre première ronde d'intervention pour répondre les deux questions suivantes. Comment est-ce que l'économie sociale et solidaire contribue et a contribué au bien-être et à l'inclusion depuis la perspective des territoires? Est-ce que vous pourriez nous partager vos différentes expériences au niveau local? Quels ont été les acteurs clés dans la mise en place? Quels aspects économiques ont dû être changés pour pouvoir inclure l'économie sociale et solidaire? J'espère que ces questions ont été claires et je voudrais céder la parole à notre première oratrice intervenante, Madame Soham El-Wardini, mairesse de la ville de Dakar. Merci beaucoup. Je voudrais quand même vous saluer tous et vous dire le plaisir que j'ai d'assister à ce forum mondial en prélude à Mexico 2021. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la ville de Dakar, l'économie sociale et solidaire contribue à l'épanouissement et au développement économique, social et culturel des populations, en suscitant l'entraide et la solidarité. Vous savez, au Sénégal, les groupements de femmes ont toujours travaillé dans l'économie sociale et solidaire. C'est des groupements de femmes qui très souvent se réunissaient, faisaient des cotisations pour pouvoir avoir des sources de revenus qui leur permettaient de subvenir à leurs besoins. Mais aussi par l'assistance aux enfants et aux populations du Bénin en nutrition et en soins de santé. Nous avons aussi soutenu la cause de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, mais aussi la promotion des femmes et des jeunes dans les domaines économiques, sociaux, dans tous les secteurs de l'économie, commerce, artisanat, textile, bâtiment, PME et PMI. Les expériences que nous avons, je vais vous citer quelques-unes puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et que tout le monde devrait parler. Nous avons ce qu'on appelle le PASFEF. Le PASFEF, c'est un projet d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté. Et nous avons eu à financer 763 demandes reçues dans ce projet. Nous avons aussi le FODEM, qui est le Fonds de développement municipal, qui a pour mission de lutter contre la paupérisation urbaine et féminine. Les femmes, donc, peuvent bénéficier d'un appui financier de 200 000 à 5 millions. Nous avons évidemment aidé 477 femmes, groupements de femmes, et nous avons touché à peu près 463 personnes qui ont eu des emplois dans ce domaine. Pour vous dire qu'avec cette pandémie qui est arrivée, nous avons dit qu'à quelque chose, malheur est bon. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait développer l'économie locale, plus encore. Parce que quand la pandémie s'est déclarée, nous nous sommes dit comment est-ce que nous allons faire. Vous savez que dans les pays en développement, tout presque est importé de l'extérieur. Donc, c'est à ce moment que les gens se sont rendus compte qu'il fallait maintenant développer l'économie locale, faire de la production à l'intérieur du pays, la production maraîchère, les médicaments. Nous avons eu peur, nous avons même tremblé parce que nous nous sommes dit, si nous n'arrivons plus à avoir ces médicaments, comment allons-nous faire? Alors, donc, cette pandémie nous a donc obligés à réfléchir sur tout ce que nous avons fait. Pour l'année 2020, le FODEM donc a formé 13 groupements de femmes, en regroupant 392 femmes. Nous les avons formées à l'entrepreneuriat féminin,
à l'éducation financière, à l'économie sociale et solidaire sur un programme de formation de 2000. Et ces femmes ont été financées après l'ouverture d'un compte dans une des structures financières de la ville. Il y a eu aussi le projet d'agriculture urbaine. Nous avons formé beaucoup de femmes en micro-jardin et 10 000 personnes ont bénéficié de cette formation. Et nous avons pu faire 147 centres de production communautaire. Il y a aussi le programme des volontaires de la ville de Dakar qui regroupe 500 jeunes et qui sont impliqués dans la gouvernance locale de leur commune et de la ville. Donc, ces programmes allaient l'objectif de la ville de leur offrir une première expérience. Donc, avec ce monde du travail, tout en les aidant à trouver leur voie professionnelle dans les métiers urbains. Il y a eu aussi le Fonds d'appui aux initiatives culturelles et privées qui a encadré et financé 61 sur 305 projets pour un montant total de 145 millions CFA. Il y a eu le soutien aux startups avec la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la microéconomie, c'est le CETEM, en partenariat avec l'AIMF, l'Association des maires francophones, la ville de Marseille, et nous avons formé une quarantaine de jeunes porteurs de projets d'entrepreneuriat et nous leur avons assuré un service financier à l'issue de la formation. L'appel à candidature donc a été logé pour la deuxième phase. Il y a aussi la mutuelle d'épargne de crédit de la municipalité, qui est un levier financier du FODEM et qui regroupe 5155 sociétaires qui financent des agents municipaux de la ville de Dakar. Voilà donc en quelques mots ce que nous avons pu faire tout en réfléchissant sur l'après-Covid-19. Vous l'avez déjà dit, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes adultes même sont au chômage. Et il va falloir les aider pour retrouver leur travail et subvenir à leurs besoins. Vous l'avez dit, face à l'adversité, il faut plus de solidarité. Et nous ferons tout, en tout cas, pour aider ces populations à un mieux-être au sein de nos villes. Un bien-être, c'est ce qu'il faut pour bien vivre dans une ville. Je vous remercie. Merci, Madame Soham Al-Wadini. Very good timing and very good, interesting kind of practices that you have set out. Women entrepreneurship. Merci, Madame Soham Al-Wadini. Objectives, I think, of a cooperative social solidarity economy that is really inclusive. So, the example of Dakar. L'économie sociale et solidaire nous permettra d'être véritablement inclusif. Je pense que l'exemple de Dakar est digne d'être suivi. Notre intervenante suivante, ce sera Yu Yuan. J'espère avoir prononcé correctement son nom. Elle est fondatrice et directrice exécutive de Salim, coopérative de santé en Corée. Elle a gagné de nombreux prix ces dernières années d'entreprises sociales. De création de valeurs sociales et de coopératives. Donc, Yu Yuan, je vous cède la parole. Bonjour, comment allez-vous? Enchantée. Je suis de Corée du Sud et je m'appelle Yu Yuan Yu. J'aimerais beaucoup voyager au Mexique. Salim, coopératrice de santé, est un acteur sans fin lucrative qui a 23 200 acteurs locaux, 8 000 médecins et d'autres spécialistes de santé. Nous souhaitons de protéger la santé de notre population tout en restant en bonne santé, en cherchant des traitements à des moments de maladie et en faisant la promotion
de bonnes pratiques dans la communauté et même dans la lutte contre les handicaps. Sur cette voie, nous travaillons pour rendre accessible l'attention médicale dans les communautés locales. Lorsque nous avons commencé à souffrir de l'impact du COVID-19, nous avons travaillé fortement avec un centre communautaire de santé. L'idée était d'aider à faire le suivi pour toute la population au niveau local pour essayer de le rendre accessible pour eux l'attention médicale. Et les résultats ont été excellents. C'est cela qui nous donne de l'espoir pour travailler de manière conjointe dans la protection de nos sociétés, pour que personne ne reste en arrière, que personne ne soit oublié, surtout dans un moment de crise. De plus en plus, les gens comprennent pourquoi nous devons avoir une coopérative de santé au niveau local et pourquoi les institutions médicales et le centre de santé sont si importants au niveau local. Nous sommes parvenus à obtenir un investissement de la part de nos membres ces derniers mois pour créer un centre de santé dans la communauté, dans un seul lieu. Je crois que cette période de crise offre une opportunité pour comprendre pourquoi l'économie sociale est si importante, pourquoi nous ne devons pas nous centrer uniquement sur les biens et les services d'attention médicale pour tous. C'est quelque chose d'essentiel. Lorsque nous comprenons que cela est plus important encore que l'économie, nous pouvons protéger la santé de la population et créer un changement à travers l'économie de capital social, qui sera une base pour de meilleures relations. Souvent, les acteurs travaillent de manière déconnectée. Nous avons d'un côté le consommateur, d'un autre le producteur, et ils semblent être déconnectés. Mais ce qui a été évident pour nous à partir de la pandémie de COVID-2019, c'est que personne ne peut travailler de manière isolée. Nous ne pouvons pas permettre la déconnexion entre la santé et les nécessités de la société. C'est pour cela que nous devons à présent essayer d'explorer toutes les opportunités de l'économie sociale et solidaire, au niveau des biens, de la consommation, etc., afin de veiller au bien-être de notre société. Merci beaucoup. Merci, Yuyu-Wan. Je crois que l'exemple d'une organisation au niveau communautaire promue par les résidents eux-mêmes est un exemple précieux. Nous pouvons tous apprendre de ces exemples de succès. Je pense que nous avons montré une résilience plus que dans d'autres secteurs, d'autres business, mais nous avons montré qu'il faut changer la perspective. Nous ne sommes pas séparés, producteurs, clients, etc. Nous sommes tous unis. Nous devons faire le changement ensemble. C'est l'idée qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Merci pour ce merveilleux exemple que tu partages avec nous de ce que vous faites en Corée. J'espère que cela servira d'inspiration pour beaucoup de personnes. Écoutons à présent notre intervenant suivant, M. Jorge Braula, directeur du Centre d'études d'économie sociale de l'Université 3 février en Argentine. Il est
auteur de plusieurs livres sur les coopératives sociales and how they contribute et to social solidarity economy. sur les associations civiles et comment elles peuvent Jorge, contribuer à l'économie sociale et solidaire. S'il vous plaît, Monsieur Jorge Pragulat, vous avez la parole. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Félicitations à la ville de Mexico pour cette organisation magnifique. Et félicitations à l'INAES, à l'Institut national d'économie sociale, où j'ai tant d'amis. Je les félicite donc également. La Banque mondiale a dit qu'elle n'a pas eu des registres d'augmentation de la pauvreté pour cette année. Et cette augmentation de la pauvreté a eu lieu dans le monde entier et a touché tout le monde. Bien sûr, l'impact est plus dur dans les pays les plus pauvres et fondamentalement en Amérique latine. L'Amérique latine n'est pas le continent le plus pauvre, mais le plus indicatif du monde entier. L'isolement des personnes, ce que ça a provoqué, c'est l'augmentation de l'égoïsme. L'égoïste est devenu plus égoïste. Nous parlons des égoïstes et en général, c'est des capitalistes. Et les solidaires sont devenus plus solidaires. Nous voyons dans l'espace de l'économie sociale et solidaire qu'il y a des valeurs, des principes, des théories et une lecture. Mais d'un autre côté, il y a le capitalisme qui ne convainc pas, mais qui arrive à vaincre et qui nous soumet aux injustices et aux inéquités. Le capitalisme a rendu le chômage encore plus grave et cependant, il y a là une grande opportunité pour l'économie sociale et solidaire parce que l'économie sociale et solidaire s'est toujours développée dans les espaces de crise. Elle n'a jamais fleuri dans les périodes d'abondance. Il est donc important que l'économie sociale agisse dans ces espaces, dans la récupération des entreprises. En Argentine, on a vu tomber beaucoup d'entreprises, petites et moyennes, et cependant, nous avons créé des coopératives justement à partir de la récupération d'entreprises. Pendant la pandémie, nous avons créé 500 coopératives qui sont particulièrement significatives. Nous avons, lorsqu'on récupère les entreprises, on récupère des revenus pour les familles et on résout un problème social. Résoudre un problème social dans cette structure, c'est aussi résoudre un problème pour les capitalistes. Lorsqu'on résout le problème pour les pauvres, ça implique que les pauvres vont continuer à pouvoir consommer et que les entreprises vont continuer à vendre. Et donc, le statu quo n'est pas altéré. Et ce n'est pas cela l'objectif de l'économie sociale et solidaire. L'idée est de résoudre la crise, mais de ne pas en rester là. Si l'économie sociale en reste là, elle va être fonctionnelle pour le système capitaliste. Ce n'est pas la théorie de l'économie sociale. Nous n'avons pas l'objectif d'être fonctionnel pour le capitalisme, mais d'avoir une structure et une vision à nous. Ce n'est pas une variante du capitalisme ou un troisième secteur. L'idée est de viser à un changement structurel. Il ne s'agit pas non plus d'une alternative au capitalisme, c'est plutôt un projet altératif qui altère la base sociale. C'est-à-dire que si on part de l'idée qu'il faut dignifier les personnes, si l'on part de la valeur du travail, si l'on part de l'équité distributive, de la protection de l'environnement, du commerce juste, de la souveraineté alimentaire, du software libre et de tant d'autres choses. Si le point de départ de tout cela, si nous partons de tout cela, nous parviendrons à une structure économique et sociale totalement différente de l'actuelle. Et dans ce sens, que faire? Par où commencer? Eh bien,
fondamentalement, il est nécessaire que les grandes entreprises coopératives qui existent, nous venons d'en entendre une, regardent vers l'arrière, vers leurs origines et soient solidaires avec ceux qui les ont fait naître. Toute entreprise coopérative, toute grande coopérative insérée dans le marché est une coopérative qui n'est pas acceptée par le capitalisme, mais plutôt tolérée par le capitalisme, qui est fonctionnelle au capitalisme. Donc, il faut que toutes ces grandes coopératives se tournent vers leurs origines et se rappellent du travail depuis la base avec les structures coopératives, que les grandes structures coopératives aident les petites coopératives émergentes. Merci beaucoup. Vous soulevez là un point important qu'il ne faut pas devenir fonctionnel pour le capitalisme. We really want to transform the system today, as I think is the thought of Si many. nous voulons vraiment transformer le système, vous avez tout à fait raison. Il faut qu'il y ait une coopération entre les coopératives, les grandes avec les petites, etc. Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps, donc je vais céder la parole directement à l'intervenant suivant, Gianluca Salvatore, qui est le secrétaire général de l'OIT en Italie et qui est membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'économie sociale. Donc, nous lui cédons la parole. Merci. Monsieur Salvatore, vous avez la parole. Salvatore, vous allumez votre micro. Nous avons un pays. Bonjour, je viens d'Italie, un pays qui a été fortement touché par la pandémie après la Chine. Nous avons eu un des confinements les plus longs et les plus stricts. Le pays est arrêté depuis plusieurs mois. Pendant 2 mois, tous les Italiens se sont totalement arrêtés et sont restés chez eux. La conséquence de ce confinement a été un grand impact sur l'économie qui a eu un fort impact à son tour sur notre bien-être. Presque 600 000 emplois ont été perdus depuis le début du confinement. Et même si le gouvernement a donné des subventions aux différentes entreprises pour compenser les pertes, la crise est grave. Quelles sont donc les expériences, l'apprentissage que nous avons fait, les leçons que nous avons tirées? Eh bien, moi, devant ce panel, je voudrais parler de 3 points. La première chose, c'est que la pandémie a ébranlé les aspirations des entreprises qui cherchent à faire des plus grands profits sur le dos de la population. Les entreprises ont créé une narrative très solide. Les entreprises coopératives ont développé une forte narrative et ces entreprises peuvent aborder des questions environnementales, peuvent parler de solidarité, etc., de manière beaucoup plus efficace. Nous avons la capacité de trouver des réponses aux problèmes de nos temps depuis le bien-être, l'éducation, l'inclusion de genre, les services sociaux. À travers l'engagement des entreprises, on peut marquer une grande différence. On en a parlé à la gauche. Les leaders des grandes entreprises ont tous parlé des changements qu'ils allaient opérer dans leurs entreprises. Mais la pandémie est arrivée ensuite
Et ils ont oublié le bien-être social. Ce n'est plus du tout dans le centre de la discussion. L'État a repris le pouvoir en Italie et dans d'autres pays des 5 continents. La pandémie a eu cet effet de rendre les actions publiques de nouveau une priorité. Cela nous rappelle que nous avons octroyé au gouvernement notre gouvernement. Le gouvernement peut fermer des entreprises, des écoles et d'agir même en notre nom. Les subventions qui ont été données pour contrecarrer la crise économique ont été essentielles. Ce qui veut dire que les entreprises peuvent aussi être importantes pour le bien-être public. Même si on a vu que les forces des marchés ont des limites visibles, nous avons vu qu'une troisième composante est essentielle et cette composante est la société, la société civile. Les mesures du gouvernement ont été efficaces, non seulement à cause des sanctions et des pénalisations, mais parce que les gens ont commencé à penser aux autres et aux biens de la société, aux biens majeurs. Cette crise a permis aux gens de prendre conscience de leur propre capacité, de leur capacité à soutenir les causes solidaires. Cette pandémie nous a donné l'occasion d'apprendre d'une approche où l'essentiel n'est plus uniquement l'argent et les bénéfices. Et nous avons compris l'importance de l'État. Je vous parle depuis une perspective académique, mais nous avons compris que la relation entre l'État et le marché a une importance essentielle. Beaucoup de services qui sont essentiels pour le bien-être des personnes, depuis la santé jusqu'à l'éducation, coexistent dans l'espace de l'économie sociale et solidaire. Voilà le type d'attitude et des ressources qui ont été rendues visibles pendant la pandémie dans notre société. Merci beaucoup, Gianluca Salvatore. J'ai eu un peu la même expérience. Of the market and capitalist economy, we also recognize limits of our public economies and public interventions. And probably the way forward is a major integration between the public interest and the community. Et il faut donc intégrer l'intérêt public et les communautés. Merci beaucoup, Monsieur Salvatore. Il faut reconnaître l'importance des communautés. Et comme l'a dit Wong Yu, il doit exister une possibilité de copropriété entre le secteur public, la communauté et la gestion des services publics, les services de santé, entre autres. Mais bien entendu, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens. Et il nous faudrait avoir une position très solide dans ce sens. Notre prochain intervenant, c'est Madame Margie Mendel de l'Université de Concordia. Many different organizations. Elle fait également partie de nombreuses organisations avec lesquelles elle travaille. J'aimerais parler du chantier de l'économie sociale au Québec.
enterprise, I would say, that is able to C'est juste un exemple d'une grande organisation qui exerce une influence significative sur les politiques publiques. Cela a été rendu évident ces derniers temps. Je vous en prie, Madame Mendel. Merci, Jason. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis très honorée et j'ai un grand plaisir à participer à ce panel d'ouverture. GSEF est très important pour moi et avant de commencer, je souhaiterais parler également de notre cofondatrice, membre et modèle d'inspiration pour l'économie sociale et solidaire. Ça a été une grande perte. Nous la regrettons beaucoup, mais nous allons continuer à travailler en son nom. Elle continue de nous inspirer. J'aimerais aussi vous dire que, au-delà de la gestion de la crise, l'économie sociale et solidaire est engagée en faveur de l'élimination de conditions structurelles qui minent la capacité des personnes pour répondre à leurs besoins. Alors, construire des organisations et des systèmes qui mettent au défi ce système économique producteur d'inégalités et d'injustices sociales et économiques est quelque chose d'essentiel. Actuellement, nous sommes concentrés sur la gestion du COVID pendant la gestion de la crise, mais il y a d'autres aspects de l'économie sociale et solidaire. Je suis sûre que vous connaissez l'expérience du Québec qui a été partagée avec le reste du monde. Cela a été très bien documenté, mais on a beaucoup appris, et il faut le souligner, d'autres régions du monde. Alors, c'est un processus de co-apprentissage, co-adaptation. Ça a été l'histoire que nous avons vécue au Québec, mais c'est une histoire partagée avec l'économie sociale et solidaire dans le monde entier. Dans tous les cas, qu'on soit au Québec ou ailleurs, ce type d'économie sociale est basé sur le territoire, sur les communautés, est engagé avec le bien public, avec le bien-être des communautés au Québec ou ailleurs. Elle a contribué et continuera de contribuer à la réduction de la pauvreté, à l'augmentation de la production industrielle et créera l'accès au financement et à une meilleure formation à l'intégration du marché, à la création de coopératives, le soutien aux jeunes pour qu'ils puissent contribuer à créer une économie alternative pour soutenir les communautés marginalisées et augmenter le soutien mutuel. Nous avons pu le voir pendant la crise du COVID, mais ce qui est très important au Québec et qui doit être partagé et qui doit être promu également ailleurs, c'est que nous avons besoin de créer un espace politique avec davantage de participation. Nous devons participer au dialogue, au discours politique sur les stratégies politiques à mettre en place, surtout les stratégies post-COVID, mais aussi les stratégies destinées à ajuster la transition écologique qui approche. Au Québec, l'économie sociale et solidaire est un mouvement qui n'est pas un agrégat de différentes coopératives, organisations. C'est un groupe créé par ces organisations, mais composé également d'organisations intermédiaires et d'autres mouvements sociaux, comme le mouvement professionnel, le mouvement du travail, et qui est connecté au niveau national avec le réseau Chantier de l'économie sociale, qui est un réseau de réseaux, un méta-réseau. Et à travers cette voie unique, voie avec X, qui représente différentes organisations, différents réseaux, cette économie sociale et solidaire permet de créer un cadre commun de stratégie afin de bénéficier toute l'économie sociale ainsi que les réseaux d'économie sociale présents au Québec. Il est important également d'aller au-delà de la vision de la crise et garder l'agenda que nous avons développé tout au long du temps, continuer à promouvoir cet agenda et réagir face à des tendances que nous observons aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire doit jouer un rôle très important dans la transition. Je vous parle ici
de certaines personnes qui travaillent de manière autonome. Il faut qu'on ait accès à davantage de coopératives basées sur des plateformes et on a aussi besoin de savoir comment la terre et la nature sont en train d'être exploitées et privatisées. Nous devons créer des fonds publics comme nous l'avons fait au Québec. Donc, il faut transformer notre façon d'agir. Nous devons arrêter de faire du lobbying et d'être sur une position d'opposition. Il faut être plus réactif pour occuper l'espace qui existe entre le marché et la société civile afin d'augmenter les espaces disponibles et augmenter notre présence. Cela, nous l'avons appris au Québec lors de notre travail avec le gouvernement et avec tous les représentants du gouvernement. Il est important que le gouvernement perçoive le bénéfice qu'apporte cette collaboration avec l'économie sociale et solidaire et avec tous leurs représentants. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais simplement souligner qu'il est très important de travailler en collaboration avec les communautés et créer des opportunités pour la modélisation et le transfert de connaissances. Je crois également que nous avons travaillé de manière efficace au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint le but, mais ça veut dire qu'on marche dans ce sens-là. C'est qu'on a bien planifié tout cela avant la crise et cela nous a permis de continuer, même si la crise nous a démontré que la voie reste à tracer. On a entendu dire à notre collègue argentin parler de la Banque mondiale. Ce mois-ci, la Banque mondiale a publié un rapport qui dit que le COVID-19 a augmenté la pauvreté de 88 à plus de 100 millions de personnes en pauvreté extrême et que cela allait continuer à augmenter en 2021. La Banque mondiale a dit qu'on doit préparer le monde pour une économie différente après le COVID. Cela veut dire que nous avons besoin de nouvelles théories économiques, de nouveaux paradigmes économiques et je crois que cette économie sociale et solidaire est vraiment ce dont nous avons besoin en ce moment. Merci. Merci, Margie Mandel. Et oui, c'est vrai, nous avons besoin d'écrire cette nouvelle histoire ensemble pour réaliser davantage d'échanges comme celui-ci, plus de rencontres comme celle-ci. Ce sont des rencontres très nécessaires parce que ça nous permet non seulement de réagir, comme vous l'avez dit, pas seulement de faire de la gestion de crise, mais de planifier de nouvelles stratégies et tracer une voie pour aller de l'avant et occuper ces espaces dont vous avez parlé. Notre dernier intervenant en ce moment, c'est Juan Manuel Martínez, qui est directeur général de l'INAES. Et nous allons vous écouter après vous avoir entendu au début de l'inauguration. Il coordonne le master et gestion d'entreprise sociale à Puebla. Je pourrais parler de lui en tant que professeur aussi, Juan Manuel Lubián Martínez. Je vous en prie, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Jason, et tous ceux qui m'ont précédé. Si la question est quels sont les défis et les opportunités que nous pouvons percevoir pour l'économie sociale solidaire dans le contexte actuel, il me semble très utile d'utiliser une image qu'un de mes professeurs m'a offert. Un jésuite à l'université nous disait « La réalité que nous vivons est une sorte de route et il faut prendre un tournant très mal construit. Et à ce tournant, il y a souvent des accidents. Il y a des accidents avec les autos, les bus, les vélos, même les animaux, les ânes. Et juste en ce moment, il y a 4 bus pleins de personnes qui sont tombées dans le ravin. Qu'est-ce qu'on fait? On change le tournant et donc il faut appeler des ingénieurs ou est-ce qu'on appelle les ambulances parce qu'il faut sauver les gens? Moi, je crois que cette image, je la trouve parlante parce qu'elle nous indique que l'économie sociale et solidaire a la possibilité de faire les deux.
notre grand défi, c'est de prendre soin des malades, des victimes les plus fortes de toute la crise, pas seulement celle du Covid, la crise globale, et spécialement dans des régions, comme disait Jorge, en Amérique latine. Ce n'est pas la région la plus pauvre du monde, mais c'est la plus inégale. Il y a des gens extrêmement riches avec une structure d'entreprise très, très inégale. Les victimes sont là et il faut que les petits exercices ou moyens exercices à l'échelle municipale ou autre, nous avons l'occasion, à travers les différentes entreprises, on peut prendre soin des victimes qui ont besoin de nous. Mais je crois aussi que dans l'économie sociale, nous avons aussi de travail sur la réingénierie, de réformer ce chemin mal fait et changer la structure pour éviter d'autres accidents. Et je crois que la grande occasion de l'économie sociale et solidaire, ça ressemble beaucoup à des systèmes naturels. Dans les systèmes naturels, quand on a une hyperconcentration de la même chose sur le même territoire, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des systèmes bien moins efficaces pour profiter de l'eau, de l'énergie. On va perdre les éléments qui nourrissent la terre, on va appauvrir le sol et on a des conséquences préjudiciables. C'est ce que font le capital et les grands monopoles. Ils produisent des territoires improductifs, on pourrait dire. Mais l'économie sociale et solidaire a une grande opportunité pour occuper les deux espaces, pour prendre soin des victimes et de changer la structure, mais aussi d'occuper des espaces qui ne sont pas blancs ou noirs, mais d'occuper le continuum des grilles au milieu pour prendre soin de problèmes. Et c'est ça notre grand défi. Il faut qu'on puisse avoir des relations de médiation avec le marché pour le transformer en faveur de l'humanité. Et comme dans les systèmes naturels, créer une biodiversité, une diversité d'acteurs qui peuvent avoir des intérêts différents et créer une efficacité économique et sociale très différente dans des espaces, comme nous l'avons pu voir pendant la pandémie, des espaces totalement monopolisés, comme par exemple les transactions en ligne. Comment peut-on faire pour que, au sein de l'urgence, une plateforme électronique de commerce, en une semaine, ils puissent avoir un gain de 13 milliards de dollars? Ça veut dire qu'ils ont une structure bien faite. Pour résumer, je crois que le grand défi, il est dans la reconnaissance de ces espaces où nous pouvons intervenir rapidement et les grands espaces où il nous faut transformer de manière structurelle. Nos grandes occasions, les leçons que nous pouvons tirer en tant qu'économie sociale et solidaire et le coopérativisme tout au long de ces siècles, ils nous ont apporté beaucoup de choses parce que notre défi, c'est avoir pleinement confiance en notre système qui est plus efficace que le système capitaliste et il faut rendre visible ce que le capitalisme a voilé et qui n'a pas permis que nous soyons présents sur différents espaces. Nous devons affronter le défi de rendre visible, d'informer pour rendre valable, légitime l'économie sociale et solidaire. Lors de ma deuxième intervention, je parlerai de ce que le Mexique fait à ce propos en ce moment. Muchas gracias. Tendremos que parar un poco porque nous faudra nous arrêter un peu parce que vous aurez 1 ou 2 minutes chacun d'entre vous parce que nous avons encore quelques questions. Alors, je vais commencer à nouveau avec Madame le maire de Dakar. Et la question ici, c'est comment on fait depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire pour résoudre ces défis? Comment pouvons-nous chercher des solutions qui puissent s'étendre à tous les secteurs et territoires et qui puissent apporter un changement systémique profond? Merci.
Alors, au niveau de la ville de Dakar, nous avons développé une stratégie communautaire de développement local pour promouvoir l'économie sociale et solidaire dans les collectivités territoriales. C'est ainsi que les directions et les services de la ville sont régulièrement en tournée au niveau des communes pour recueillir et centraliser les besoins des populations dans tous les domaines. Et cette stratégie, elle s'appuie sur 3 axes, en développant ainsi une synergie des acteurs autour des questions de l'initiative entrepreneuriale. C'est d'abord la proximité, en mettant à disposition des populations cibles, des outils de gouvernance, de gestion pour susciter et faire naître l'envie d'entreprendre. Le deuxième axe, c'est l'accessibilité au crédit, la rapidité des opérations et un taux d'intérêt soutenable, créant un lien de confiance entre les créateurs potentiels et les structures d'accompagnement, permettant la pérennisation des entreprises qui seront créées. Ensuite, il y a le financement inclusif de toutes les activités légalement reconnues au Sénégal, et particulièrement celles des systèmes financiers décentralisés à majorité de femmes ou de jeunes. Il y a aussi des mesures d'accompagnement comme l'amélioration des compétences, la formation à la gestion et à la commercialisation, l'encadrement, les services de médiation en cas de problème. Tout cela, ce sont des outils essentiels d'aide à la décision pour établir la base d'un tissu de petites entreprises viables. Alors, les préoccupations des associations, des syndicats, des groupements, des coopératives sont également prises en compte dans la mise en œuvre des projets de développement territorial. La ville de Dakar continue à favoriser ce dialogue depuis la base. Depuis 2017, nous avons expérimenté un programme de coaching territorial qui est une démarche de mise en dialogue entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les communes et la ville de Dakar sur plusieurs domaines, notamment la prise en charge des besoins de la population. Et ce que nous avons fait dans le contexte de la COVID et qui représente le plus grand défi et par conséquent des opportunités, comment l'économie sociale contribue-t-elle à un monde meilleur? Comment pouvons-nous l'étendre à tous les secteurs et à tous les domaines? Dans ce cadre, la ville a développé un programme de soutien. Il y a l'organisation des marchés pour continuer l'activité de commerce et de services. Il y a aussi la relance de l'économie locale par la commande publique simplifiée, parce que les procédures sont très longues et compliquées à notre niveau. Il y a aussi le soutien aux activités des entreprises sociales, artisanales, transformation, innovation sociale, avec des commandes directes aux entreprises sociales. Par exemple, quand il y a eu cette commande énorme de masques, où les gens nous proposaient des masques à importer à des prix exorbitants, nous avons financé au niveau du FODEM dont j'ai parlé dans la première partie de mon intervention. Nous avons donc aidé ces jeunes entrepreneurs qui étaient dans la couveuse d'entreprise. Nous les avons aidés et nous avons passé commande au niveau de ces jeunes qui ont fait toute la production pour le reste de la pandémie. Au Sénégal, maintenant, tout le monde porte des masques. Il est interdit d'aller dans des lieux publics sans masque. Nous avons eu un grand événement qui est le Magal de Touba. Et la ville, à cette occasion, a offert 100 000 masques aux pèlerins dakarois qui devaient aller à ce pèlerinage à Touba pour éviter la propagation de la pandémie. Il y a aussi la facilitation du financement direct en urgence des entreprises à travers les leviers financiers du FODEM et la mise en place d'une unité dédiée spécifiquement aux opérations de désinfection avec une nouvelle brigade composée des volontaires de la ville de Dakar. Voilà donc ces quelques stratégies que nous avons utilisées dans un contexte de COVID pour aider les jeunes entrepreneurs et promouvoir l'économie locale solidaire. Voilà en quelques mots ce que la ville de Dakar a tenté de faire dans cette pandémie qui diminue chez nous quand même. Le nombre de contaminations a beaucoup baissé et je pense qu'en continuant, nous allons peut-être
être le premier pays à éradiquer cette pandémie au niveau de notre pays. Je vous remercie donc de votre attention. Merci, Madame. Thank you, Mayor. Let's hope so. Espérons que ce sera ainsi et que ce sera de même dans tous les autres pays. Nous avons besoin d'un changement rapide. Donc, je dois insister à nos intervenants d'être brefs. Le prochain, c'est Yoang Yu qui vient de la Corée. They say that the cooperatives do not make big money when the economy is booming, but do not go out of business so easily when the economy is slumping. Je suis désolée, mais je n'entends pas l'interprétation. Je vais essayer de suivre. Il ne s'agit pas de faire de l'argent, mais de satisfaire des besoins. La violence contre les minorités doit être évitée et ils sont sujets d'ostracisation. Donc, aujourd'hui, no hay traducción. I think the roles of the social economy at this point in time are to cause the social value created while making agreements with the socially weak and various. Et les faiblesses économiques pour continuer. Désolée, mais normalement, je devrais entendre la traduction vers l'espagnol. Je vais essayer de suivre. Voilà. Ce que nous cherchons, c'est à maintenir la structure sociale. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup parlé de la partie économique, mais dans ce monde axé sur les questions financières, il nous faut penser davantage à la question de la solidarité et à repenser les mécanismes financiers. Et chercher des modèles basés sur la solidarité et pas sur la création de revenus. Désolé. Merci. Notre prochain intervenant, c'est M. Bragoulat. Je crois que l'économie sociale et solidaire, au fond, est un projet culturel. C'est un projet culturel qui utilise des mécanismes ou une procédure économique pour changer l'organisation sociale et l'organisation communautaire. S'il s'agit d'un projet culturel, il faut travailler sur le changement de subjectivité des valeurs des gens. Il faut assumer le concept de bien vivre qui a été développé parmi les peuples d'Amérique latine, au sens où l'individu doit être en harmonie avec lui-même, mais aussi en harmonie avec la communauté et en harmonie avec ceux qui l'entourent. Dans la mesure où les gens assument cet objectif, ça va être beaucoup plus facile d'organiser associativement de l'économie, de l'entreprise, parce que la subjectivité des personnes va conduire vers cela de manière plus naturelle. Il nous faut donc organiser des entreprises sur la base d'un changement de subjectivité chez les personnes. C'est de trouver un mécanisme pour que l'entité ne soit pas en concurrence, mais qu'elle soit compétente, que ce ne soit pas une compétition, mais une compétence pour réaliser des activités. Être compétent, ça veut dire fabriquer, produire des biens ou des services nécessaires, aptes pour la consommation et pour la permanence aussi de l'environnement. Cela ne sera possible que dans une structure économique différente à partir d'un changement culturel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de compétition, mais de compétences, c'est vraiment quelque chose que nous devons approfondir dans la réflexion.
Même pour coopérer, il faut être compétent. Il faut être capable de coopérer. Ce n'est pas toujours simple à de nombreuses occasions. Nous allons désormais donner la parole à Gianluca Salvatore et je m'excuse à nouveau de vous demander des réponses très courtes. Merci. Il faut que l'intervenant allume son micro. Ah, c'est bon. Oui, je vais être court. Depuis ma perspective et de mon observatoire, l'un des effets de la pandémie a été l'accélération de la transition pour essayer de nous concentrer sur la richesse de l'État et arrêter de faire cela pour nous concentrer sur la richesse de la société, c'est-à-dire une société où les services de santé, les services d'attention, de soins soient mieux distribués, qu'ils atteignent davantage d'acteurs. Et pour cela, les organisations de l'économie sociale et solidaire vont jouer un rôle central. Je fais un pronostic à partir du fait que nous vivons une transformation constante des services de santé, au sens où de plus en plus, ils doivent être personnalisés. Et cette tendance requiert une lecture plus approfondie du contexte des communautés locales, des communautés spécifiques. Pour vous donner un exemple, issu de mon expérience en Italie, l'urgence de COVID-19 a mis en évidence qu'un système hospitalier efficace doit être basé sur des institutions qui ne sont pas centralisées parce que cela n'est pas suffisant pour combattre la pandémie. Mais si nous avons une attention médicale efficace au niveau local, c'est encore mieux. Nous avons une meilleure veille et cela est important pour gérer la pandémie. Ça doit être fait au niveau local, communautaire, pas au niveau central et vertical. Pour ce qui est des services médicaux, ce rôle est essentiel. Ça doit être intégré aux biens et aux services, pas seulement en ce qui concerne les services hospitaliers, mais aussi l'attention médicale des foyers. Et donc, ce sont des organisations qui doivent être basées sur l'économie sociale et solidaire. Ce sont des acteurs essentiels pour pouvoir dépasser cette crise. Et ensuite, il faut concevoir les services d'une manière différente afin que les usagers eux-mêmes puissent participer d'abord dans l'analyse de la connaissance des communautés auxquelles on va fournir les services et pour faire en sorte que tous les acteurs adéquats participent et partagent leurs ressources. Je crois que ça va être crucial. C'est mon avis et c'est ce que je pronostique, c'est ce que je pense qui va advenir dans un avenir. Merci, merci Salvatore. Je remercie également cette vision plus centrée sur l'attention, sur le soin. Je crois que c'est un concept clé, une valeur clé. Pour pouvoir repenser et réorganiser une société, nous fonder non sur les gains, non sur le revenu, mais sur le soin, sur l'attention, reconnaître que nous avons une responsabilité mutuelle les uns par rapport aux autres et que nous devons trouver des manières pour remplir cette responsabilité et atteindre nos objectifs et répondre à nos besoins ensemble. Nous allons écouter Marguerite Mendel. Je vais essayer d'être courte, mais évidemment, comme je suis la quatrième, ça veut dire que Moi trois aussi, personnes je ont vais déjà essayer parlé d'être avant brève, moi. mais comme je Et suis j'ai la de quatrième, nouvelles idées. cela veut Mais dire pour reprendre cette que idée du d'autres soin, de personnes ont l'attention, cette idée des travailleurs déjà essentiels, parlé entre avant guillemets, moi. qui a été souvent utilisée pendant la crise de la pandémie, nous parle de l'importance d'avoir des travailleurs de santé au niveau local, à l'échelle locale, dans les communautés. Cela a été rendu évident, surtout comme nous l'avons vu dans des foyers de personnes âgées où, si on n'a pas cette attention médicale locale, ils vont être oubliés. Je pense que la tragédie de cette pandémie nous donne l'occasion de construire ce secteur, de le renforcer et de garantir un soutien nécessaire. La même chose aux aliments, par rapport aux aliments. Il nous faut une autonomie alimentaire. J'espère que
on touche à la fin des problèmes liés à ces préoccupations alimentaires pour ce qui est de la chaîne alimentaire. On va augmenter la production agricole locale. En tout cas, au Québec, on le voit ainsi et j'espère que c'est aussi la même chose ailleurs dans le monde. La production et la distribution alimentaire doivent être basées sur des organisations et des entreprises collectives sur le plan urbain et rural et semi-rural. Je sais que je dois être brève, donc je voudrais juste insister sur l'importance des politiques. Il y a un besoin réel d'appliquer des politiques collaboratives. Ici, nous sommes très innovateurs. Comment finir de manière collaborative et coopérative? Nous savons comment concevoir des politiques, nous avons des alliés, mais il nous faut mettre la pression au gouvernement et ensuite les soutenir pour les rendre plus souples dans leur structure. Très souvent, la difficulté de créer des politiques publiques qui permettent une économie sociale vient du fait d'une rigidité du système et des institutions publiques, pas seulement pour des questions de manque de volonté. Oui, on parle de changement culturel. C'est nécessaire. Un changement culturel est nécessaire dans l'administration publique et dans l'architecture de cette administration qui est tellement dense. Et je crois que cela me permet de parler de ce que disait notre collègue argentin et ce que disait Gianluca. Il nous faut repenser comment on peut mieux articuler et élargir le travail collaboratif avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci beaucoup. Oui, nous avons besoin d'une nouvelle culture, mais je pense que nous avons besoin aussi d'un nouvel imaginaire plus solide où de plus en plus nous nous éloignerons de toutes ces visions dystopiques actuellement si populaires pour récupérer l'espoir. Et c'est ce que je voudrais voir aujourd'hui, qu'on partage de plus en plus notre espoir. Il faut reformuler notre vision du futur qui n'est pas forcément un chemin qui nous mène au malheur, à la catastrophe. Eh bien, notre dernier intervenant, c'est Juan Manuel Martinez. Je ne sais pas si nous aurons le temps pour des questions et des réponses, peut-être une ou deux. Je vais devoir consulter cela avec nos organisateurs, voir si cela est possible. Pour l'instant, la parole est pour Juan Manuel Martinez. Au Mexique, je vais vous parler de notre expérience depuis le gouvernement fédéral. Notre mandat est de promouvoir l'économie sociale et solidaire qui est censée être un pilier pour que l'économie sociale et solidaire fonctionne au Mexique. C'est un grand défi puisque le Mexique a 130 millions d'habitants sur un territoire aussi grand que toute l'Europe. Notre diversité est énorme. Nous avons des espaces avec une grande diversité biologique et puis nous avons de grandes villes comme la ville de Mexico, des États fédérés. Et dans cette complexité, une chose qui nous aide, et Jorge, Magritte et Gianluca l'ont dit, c'est que l'économie sociale et solidaire est un changement culturel. C'est pour cela que le programme de l'Institut national de l'économie sociale est un programme qui a comme premier objectif de visibiliser ce changement culturel. 90% des personnes ne connaissent pas ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, ne connaissent pas l'histoire de la coopérativisme ou comprennent cela de manière incomplète, etc. Bref, le capitalisme lui-même nous empêche de comprendre correctement ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Ensuite, après la visibilisation, il faut la mise en place dans les territoires, puisque nous avons l'obligation de permettre que cette économie sociale et solidaire
ait des impacts positifs. Et il faut que les revenus créés reviennent vers les territoires. Et puis, 3, il faut que l'argent serve les gens et non pas les gens, et que les gens ne soient pas au service de l'argent. Donc, il faut que les grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire aient une base solide de capitalisation pour que nous tous soyons en mesure de trouver nos voies, ces voies qui nous ont été arrachées par le capitalisme. Encore une fois, ce sont des cercles concentriques. Il faut tout en même temps une visibilisation, il faut montrer des exemples pour la production de nourriture dans le transport, dans la production, dans tous les sens, même d'énergie. Donc, dans ce système, et c'est là le défi le plus important de l'Institut, toutes ces activités puissent s'articuler. La consommation, la production et le prêt en alliance avec les acteurs sociaux, mais aussi avec les acteurs gouvernementaux qui, souvent, à partir de la mauvaise expérience des gouvernements préalables qui croyaient que le néolibéralisme allait nous sortir de la misère, eh bien, on a vu que ça a été le contraire. Et peut-être que là, nous pouvons proposer une alternative pour visibiliser, éduquer, chercher des alternatives de financement pour récupérer ces territoires imaginaires de l'économique afin que l'économie récupérée par les gens soit au service des gens et pas à l'envers. Voilà, en 5 minutes, ce que je peux dire. Ce serait le programme général pour toutes les actions de l'Institut. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet effort de synthèse. Notre mission est certes complexe. Nous devons travailler ensemble dans un environnement si complexe et il faudrait des heures pour expliquer tout ça, pour tout visibiliser. Mais je pense que tu as mentionné les points les plus importants. En effet, la visibilisation est importante, l'éducation aussi, c'est un grand défi pour nous. Comment pouvons-nous éduquer de plus en plus de gens et accéder à tout le monde pour partager nos valeurs et nos pratiques de l'économie sociale et solidaire? Et je ne sais pas si on a le temps, ne serait-ce que quelques minutes, pour recevoir des questions, pour répondre à des questions. Humberto, est-ce que quelqu'un peut me dire si on a du temps? Okay, so Berenice, thank you. We're then going directly to the last part where we are going to look at the guiding. On va passer directement à la troisième partie où l'on va réaliser. I'll repeat here. The present and build a better future from the perspective. Rappeler la question qui nous a orientés. Comment pouvons-nous construire un meilleur futur depuis la perspective de l'économie sociale et solidaire? Mais on va voir ce que dit le public. En ce moment, toute personne qui souhaite participer peut se joindre à notre conversation. So I guess if you want to speak, you can either write it down quickly in the chat. Si vous voulez participer, vous pouvez écrire quelque chose rapidement sur le chat ou lever la main. So while you're thinking about it,
Maybe Pendant que vous réfléchissez, bon, je vois déjà une main levée parmi nos panélistes. Alors, Margie Vandel, tu as la parole. Oui, je voudrais juste faire un commentaire. Je ne le dis pas tant en tant qu'universitaire, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on s'occupe de l'éducation. Il y a beaucoup de théoriciens comme Ed Roberts ou comme Mariana Massabuto quand ils parlent du public et du privé. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse mieux, qu'on en arrive même au cursus d'économie qui continue, les universités continuent à être dominées par l'économie classique. Nous avons de plus en plus de présence dans les écoles d'économie, mais pas suffisamment. Les paradigmes enseignés aux jeunes continuent à être ceux du libéralisme classique. C'est un problème selon moi. Et je voudrais rajouter aussi que nous pourrions passer d'une économie transactionnelle à une économie relationnelle. Je pense que ce serait une bonne formule pour résumer ça. Oui, il nous manque des mots pour définir l'économie dont nous avons besoin. Cette dernière année, j'ai trouvé beaucoup d'expressions différentes. Économie transformatrice, économie relationnelle. Il y a beaucoup de mouvements différents qui font la promotion d'un nouvel imaginaire. Je vois qu'il y a des nouvelles questions. Félix Cadena, peut-être. Voulez-vous participer? Et ensuite, nous passerons aux commentaires de fermeture. Félix? Je ne sais pas si Félix est toujours là. Pour accéder au bien-être, mais qui passe par la transformation culturelle que nous devons faire. Et là-dessus, je pense que pour parvenir à cela, il faut concevoir que le capitalisme, et surtout dans sa phase néolibérale financière, constitue aussi une culture. Ce n'est pas uniquement un moyen de production, ce n'est pas uniquement un processus que les gouvernements ont instauré depuis les dernières décennies, mais c'est aussi une nouvelle vision. Les gens commencent à voir le monde comme quelque chose de capitalisable, de mercantilisable. Le défi est donc de démonter cette culture-là pour accéder à une culture qui soit plus efficiente et plus durable à l'avenir. C'est pour cela que je dis encore que nos mécanismes doivent être encore l'éducation pour la nouvelle culture, une éducation aussi pour la bonne gestion des moyens que nous avons pour la production de vie et de richesse pour les personnes et pour leurs environnements, et finalement de consolider cela dans des systèmes intégrés. Et non pas
nous ne devons pas nous satisfaire de nos petites actions. Nous sommes parfois trop contents de nos petits exercices, c'est bien, mais il faut connecter ça avec ce qui suit et ce qui suit. Justement, nous devons créer un maillage pour faire face à toutes ces anciennes cultures, ces anciennes visions de l'économie. Donc, l'économie sociale doit aller partout et être accessible à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi pour le temps. Nous n'avons vraiment pas de temps. Il n'y a plus de temps pour les questions ni rien. Donc, on va continuer avec les commentaires finaux de nos panélistes. Mais nous aurons l'occasion dans les sessions qui viennent pour continuer avec notre dialogue. Donc, je veux vous inviter à participer dans nos prochaines réunions, celles qui vous intéresseront, du moins. Et je reviens à ce que disait Juan Manuel. Oui, nous continuons à avoir un paradigme de croissance, mais il faut réimaginer comment pouvons-nous nous étendre de manière différente, non seulement vers le haut, mais nous multiplier de manière exponentielle, nous connecter au lieu de croître de manière verticale. C'est une manière de croître, mais de manière décentralisée. Je pense que ce serait beaucoup plus approprié à l'avenir. Oui, très rapidement. Je voudrais aussi résumer à partir de l'expérience du Québec et des succès que nous avons eus, qu'il n'y a pas de substitution, il n'y a pas moyen de substituer la mobilisation constante des citoyens. L'appropriation par les citoyens de l'économie est essentielle. L'environnement de justice, le domaine de la justice et du travail sont en transition, en particulier le domaine du travail après cette révolution post-industrielle devra continuer à se transformer. Il faut travailler avec les gouvernements au niveau local, national, territorial, créer de nouvelles politiques, créer des espaces pour les acteurs à l'intérieur du gouvernement pour qu'ils assument leur changement constitutionnel. Le paradoxe, c'est que nous devons innover dans nos politiques publiques et en même temps, nous devons institutionnaliser cette innovation. C'est un oxymoron, mais c'est ce qui doit advenir. Nous avons besoin de plus de visibilité et plus de reconnaissance de l'économie sociale, qui est un acteur clé pour la production de richesse. Une production de richesse différente, mais nous sommes un acteur clé. L'économie sociale et solidaire commence à être connue, mais il faut qu'elle devienne un changement radical. Comment créer une résilience pour un nouveau paradigme économique? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Gianluca Salvatore. Very simple. The main challenge we have to face is how to combine two different perspectives. From one side, je dirais quelque chose de très simple. Dans ce défi, nous devons combiner deux perspectives différentes. D'un côté, nous avons la perspective de petite échelle. Nous avons nos bases dans la communauté et nous pouvons parler de nos expériences. Nous pouvons raconter des histoires. Et dans ce sens, tout ceci est fondamental parce que nous avons besoin de ce type de racines et de bases. Mais nous ne pouvons pas uniquement parler de ces expériences. Nous avons besoin d'un cadre beaucoup plus large. Comment pouvons-nous combiner cette capacité d'unir des éléments de nos expériences locales, de nos communautés, et faire
une structure, un système complet, intégral. Lorsque nous avons mentionné la transition d'un état de bien-être vers une société de bien-être, nous avons mentionné la nécessité d'unir différents éléments pour créer ce nouveau cadre, cette nouvelle structure qui doit constituer un système cohérent de pensée et d'action. Et ce que nous avons vu, c'est qu'il existe une narrative très solide, mais pour la petite échelle, nous avons pour la petite échelle, nous avons une narrative solide, mais pour la grande échelle, il y a encore des choses à faire. Effectivement, nous avons besoin d'une narrative Effectivement, nous avons besoin d'une narrative accessible à grande échelle pour la plupart des personnes. Et en même temps, nous ne pouvons pas monopoliser les initiatives. La monopolisation, c'est ce que fait le capitalisme en ce moment. Et finalement, nous avons Jorge Bragulat, notre professeur. Professeur, nous vous entendons. Eh bien, en partant de ce que disait Juan Manuel, il faut démonter cette culture capitaliste. Je suis totalement d'accord. Il est important de travailler depuis le territoire, d'unir les différents secteurs et travailler du bas vers le haut en créant des structures autonomes, indépendantes de l'État. Mais il faut aussi penser à travailler du haut vers le bas et nous battre pour la politique publique. Au moment où l'État sera revalorisé grâce à la pandémie, eh bien, ce sera important. Le néolibéralisme veut un État qui soit un petit État pour le dominer. Et bien évidemment, ne comprend rien à l'économie sociale. Donc oui, il faut partir du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas avec les politiques publiques. Et si nous avons donc des points de rencontre, la dynamisation sera plus importante. Sans oublier la théorie, mais une théorie sortie de l'académie sans une pratique ne servira à rien. Ça ne sert à rien de parler entre universitaires là. Mais la pratique sans théorie pourrait être fonctionnelle au capitalisme parce que si nous devenons trop pragmatiques, finalement, nous ne connaissons pas l'orientation sans clarté théorique. La théorie et la pratique et la théorie, c'est fondamental. Espérons qu'on y parviendra parce que l'objectif, c'est la démocratisation de l'économie qui sera compatible avec la démocratie politique à laquelle nous aspirons. Nous aspirons à la démocratie politique et en fait, l'économie est totalement antidémocratique. Démocratisons l'économie. Démocratisons l'économie, c'est justement un des slogans que nous avons dans notre réseau européen et c'est le slogan de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit vraiment de libérer l'économie et de mettre la démocratie réelle au centre de nos actions. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Et que se passe-t-il en Corée? Yeah, I have some keywords. Nous vous cédons la parole. Tout d'abord, j'aimerais parler de la durabilité, la santé, la sécurité et les relations humaines sont très importantes. Il est très important de rappeler que nous devons tous participer, que cela ne doit pas se limiter à un petit groupe d'experts. Par ailleurs, nous avons besoin d'une perspective plus large, une perspective de paix. And that is our opportunity, I think. Au temps de crise, les citoyens
vont avoir besoin de l'économie sociale plus que jamais. C'est pour cela que nous travaillons. Merci beaucoup. Oui, justement, nous avons besoin de nous rendre compte des opportunités lorsqu'elles arrivent. Nous vivons actuellement un moment difficile, plein de défis, mais qui crée aussi des opportunités. Madame El Wardini. À présent, nous entendrons Madame le maire de Dakar, Sohan El Wardini. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour conclure, comme tous mes autres collègues, donc à Dakar, nous avons longtemps travaillé sur l'économie sociale et solidaire. Nos perspectives, donc, c'est renforcer cette économie sociale et solidaire, parce que déjà chez nous au Sénégal, il y a une loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire qui est en cours d'élaboration. Donc, avec l'État, je pense que nous pourrons construire effectivement une belle économie parce que à la base, quand même, les petites et moyennes entreprises, les femmes, les jeunes sont déjà dans ce secteur et ils font d'excellents résultats. Ce que nous, au niveau de la ville, nous avons fait, c'est l'encadrement donc de ces jeunes et en partant de cela, je pense qu'il sera plus facile pour nous, au niveau local et au niveau national, d'encourager ces jeunes et ces femmes à l'entrepreneuriat. C'est ce que nous allons faire et je pense que de belles perspectives s'étendent devant nous. Merci beaucoup. Merci, and thanks to all of our speakers. I think we're merci et merci à tous les intervenants. And we've had many. Je pense que nous allons terminer cette session. Nous avons beaucoup d'exemples de partout dans le monde et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'idées sur lesquelles il faut réfléchir. Nous avons plusieurs pratiques que nous pouvons connaître. Et nous voulons englober non seulement ce qui est théorique ou académique, mais tout le monde, ce que fait tout le monde dans la vie de tous les jours. Et nous voulons sortir de ce cauchemar dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de mots-clés qui ont été mentionnés. Put them together and with all the other sessions, but I hope nous allons recueillir toute cette information avec tout ce qui surgira dans les sessions suivantes. J'espère que cette session vous aura enrichi et vous aura donné des éléments sur lesquels vous pouvez réfléchir également. Un point en commun que je vois au Québec, à Dakar, en Italie, à Buenos Aires et à Mexico, comme ailleurs dans le monde, d'où se connectent les différents participants, je vois que nous passons tous par une situation très similaire et que cela nous unit. Nous sommes peut-être plus unis que jamais auparavant. Donc, profitons de ce moment pour parler, pour lever nos voix, pour récupérer nos espaces. Ces espaces qui étaient auparavant monopolisés par des gens qui ne veillaient qu'à leurs propres intérêts. Donc, récupérons nos espaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup d'avoir participé à cette plénière numéro 1. Comme nous l'avons dit, dans le monde entier, nous permet de voir une grande convergence dans le monde entier. La participation communautaire permet de changer la culture et ça va vers quelque chose que j'ai voulu entendre, que j'ai aimé entendre, une communauté différente. L'économie sociale et solidaire va dans ce sens. Ici, dans le comité organisateur local, nous voulions que ce GSEF soit un espace où tout le monde puisse dire ce
qu'il fait pour rendre possible l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour cela qu'on a ouvert un appel à participation au monde entier en 3 langues, en espagnol, en français, en anglais, pour que tout le monde, grâce à des vidéos courtes de quelques minutes, puisse partager leurs expériences. On a reçu des vidéos de plusieurs parties du monde avec des économies solidaires et les actions de cette économie et les bénéfices personnels. Nous avons sélectionné 5 vidéos qui, à notre avis, ont été les meilleures. Et c'est pour cela que désormais, nous invitons depuis le Sénégal Malik Diop qui va être connecté et qui va nous parler de son expérience. Malik Diop, bienvenue, nous t'écoutons pour que tu puisses présenter ta vidéo. Bonjour à tout le monde. C'est vrai que oui, je suis Malik Diop, coordinateur national du réseau des acteurs et collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire, qui regroupe la plateforme des acteurs non étatiques avec plus de 500 organisations, les communes, les départements, notamment la ville de Dakar, dont Madame le maire fait l'honneur de présider ce grand réseau. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'avoir participer dans ce panel-là. Et pour promouvoir l'économie sociale dans les politiques publiques nationales et locales. Je pense que ça a été bien identifié comme thématique. L'Afrique, le Sénégal, notamment, de par sa structure démographique, environnementale et socio-économique, est un terreau fertile pour le développement de l'économie sociale et solidaire, en vue de transformer et de réinventer un modèle de développement pour une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Donc, tous ensemble, nous devons entreprendre collectivement le développement durable de nos territoires, car nous vivons tous dans la même planète. Et le RACTES œuvre dans ce sens-là, d'où l'intérêt d'un dialogue multi-acteurs avec tous ces acteurs-là pour implémenter, pour promouvoir l'économie sociale dans nos territoires. Je vous remercie. Muchas gracias, Malik. Pasamos al video, por Merci favor. beaucoup, Malik. Est-ce qu'on peut passer la vidéo? Il nous a paru nécessaire de procéder par la mutualisation des expériences, des expertises et des ressources de nos collectivités. C'est le sens de la mise en place du réseau des acteurs des collectivités territoriales pour l'économie sociale et solidaire du Sénégal, RACTES. Nous faisons de l'économie sociale et solidaire dans la réalité. En tant que collectivité territoriale, mais en tant qu'acteur non étatique aussi. Nous le faisons depuis fort longtemps et les résultats ont un impact réel et ont contribué au fil des ans à améliorer les conditions de vie de nos populations et notamment des femmes. La conviction est aujourd'hui établie que le développement économique et social de nos pays ne peut être impulsé qu'à la base, au niveau des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales sont en effet devenues des partenaires incontournables pour asseoir un développement inclusif et durable. Le RACTES constitue et regroupe tous ces acteurs autour d'un projet de promotion de l'économie sociale et solidaire dans les politiques nationales et locales. Le RACTES a travaillé sur la lettre politique sectorielle et a travaillé actuellement sur la loi cadre de l'ES. Il accompagne ces dynamiques autour d'adresser tous ces acteurs, l'État, les collectivités locales, les associations des élus, mais aussi les acteurs économiques de l'économie sociale et solidaire. C'est ça qui fait que le RACTES est un cadre inclusif pour un développement de l'économie sociale et solidaire au Sénégal.